La plupart des intuitions qu'on a sur quelles sont les bonnes manières d'apprendre sont en réalité fausses. Qu'est-ce que nous dit la science sur quelles sont les meilleures manières d'apprendre et d'enseigner? J'ai voulu savoir, et pour vous, je vais me plonger dans un livre de référence sur le sujet qui synthétise plus de 500 000 études scientifiques qui impliquent plus de 240 millions d'étudiants au total. C'est une des références qui nous dit ce que la science sait aujourd'hui des meilleures façons d'apprendre et des meilleures façons d'enseigner, de ce qui marche et de ce qui marche pas. Ce que je vous propose, c'est donc qu'on se plonge ensemble dans ce livre et qu'on le décortique au fur et à mesure que je vais le lire pour pouvoir tirer les apprentissages de ce que nous dit la science sur le sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de ce livre, mais aussi d'où il vient, qui est-ce qu'il a écrit, et enfin, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour le décortiquer ensemble. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter? La raison pour laquelle je me plonge dans ce livre, moi, c'est parce que j'ai envie de comprendre ce que nous dit la science sur comment est-ce qu'on fait pour apprendre le mieux possible, d'une façon qui soit à la fois la plus efficace, mais aussi la plus agréable et la plus généralisable possible, c'est-à-dire comprendre ce qui s'applique à tout le monde, et pas seulement à un cas particulier, dans une situation particulière. Et aussi comprendre les meilleures façons, pas que d'apprendre, mais aussi d'enseigner, comment transmettre des connaissances pour favoriser l'apprentissage des personnes en face de soi. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour à peu près chacun d'entre nous dans nos vies, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, et il y a toujours des situations dans lesquelles on va devoir transmettre nos connaissances, transmettre des compétences à d'autres gens. Ça arrive tout le temps dans des projets personnels, au travail, quand on interagit avec la famille, avec des enfants, quand on a des enfants, etc. C'est des compétences qui sont super utiles de savoir apprendre et de savoir enseigner. Donc en se plongeant dans ce livre, on va pouvoir connaître les meilleures façons de faire ces deux choses-là. Les façons qui sont les plus efficaces, qui donnent le plus gros retour sur investissement en termes d'efforts, en termes de temps, en termes de moyens mis en place. Donc déjà ça va être super utile pour nous d'un point de vue individuel de comprendre tout ça, mais c'est aussi un outil politique très puissant qui va nous permettre de comprendre ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas dans tel ou tel système éducatif, pour pouvoir éventuellement faire des propositions et de se dire bon bah maintenant on en sait plus sur la façon dont les gens apprennent et on va pouvoir adapter les méthodes qui sont utilisées dans les systèmes éducatifs pour que ce soit en accord avec ce qui marche le mieux. Et enfin, une des dernières choses que ça peut nous apporter, c'est nous donner des outils pour chercher des enseignants qui utilisent des méthodes qui vont bien marcher pour nous. C'est-à-dire que dans les situations où on aura le choix d'un enseignant pour apprendre quelque chose, on va pouvoir mieux savoir quels critères utiliser, mieux savoir comment choisir un enseignant qui se remet en question et qui utilise des méthodes qui sont réellement efficaces. Bon, mais d'où est-ce qu'il vient ce livre et concrètement qui est-ce qu'il a écrit? Ce livre en question, c'est un livre qui s'appelle Visible Learning, l'apprentissage visible en français, et qui a été écrit par John Hattie. D'après Wikipédia, John Hattie, c'est un chercheur en éducation néo-zélandais, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il est professeur et directeur de l'Institut de recherche en éducation à l'université de Melbourne en Australie. Et ce livre, Visible Learning, qu'il a écrit, il est sorti en 2008, et c'était une méta-analyse de méta-analyse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, quand on fait des études scientifiques, eh ben, il y a une expérience qui est mise en place, il y a une hypothèse qu'on cherche à tester, on met en place une expérience pour tester cette hypothèse, et on a des résultats qu'on décrit et qu'on analyse dans un papier scientifique, un article scientifique autrement dit, qui va décrire notre expérience, les résultats et quelle interprétation on en tire. Donc ça c'est un peu la brique fondamentale de la recherche scientifique, mais ensuite il y a ce qu'on appelle des méta-analyses. Ça va être des gens qui vont prendre un ensemble d'études sur un sujet donné et qui vont essayer de voir qu'est-ce qui ressort des différentes études qui ont été conduites. Ça va nous donner une vision un petit peu plus large, un petit peu plus globale et un petit peu plus générale des enseignements qu'on peut en tirer. Parce qu'une étude toute seule, en soi, ça n'a pas une énorme valeur, parce que il faut qu'elle puisse être reproduite par ailleurs, c'est-à-dire qu'on puisse refaire la même expérience et retomber sur les mêmes résultats. Il faut ensuite qu'on puisse la comparer à d'autres résultats pour s'assurer qu'on a bien la bonne interprétation, et il faut qu'on ait des tailles d'échantillons les plus grandes possibles, donc on ait plusieurs études ou des études les plus grosses possibles, pour avoir des résultats qui ensuite nous permettent de réellement tirer des conclusions. Donc les méta-analyses c'est très utile pour ça, ça nous permet de mieux comprendre et de tirer des conclusions un petit peu plus fortes qu'une analyse toute seule. Et là, ce qu'a fait John Hattie, c'est qu'il n'a pas seulement fait une méta-analyse, c'est qu'il a fait une méta-analyse de méta-analyse. Donc il a revu plus de 900 méta-analyses différentes sur le sujet de l'éducation, et ces 900 méta-analyses, elles synthétisent en tout plus de 500 000 études scientifiques différentes qui impliquent plus de 240 millions d'élèves différents. Donc c'est vraiment un corpus de recherche massif qui peut donner vraiment beaucoup d'enseignements sur ce que nous dit la science à ce sujet-là, au sujet de l'apprentissage et de l'enseignement. C'est pour ça que ce livre il a fait beaucoup de bruit et il continue de faire référence aujourd'hui, c'est par l'ampleur du travail de synthèse en fait qui va dedans. Donc ça c'est pour le livre Visible Learning, mais celui que je vais lire moi et que je vais vous présenter au fur et à mesure que je le lis, c'est Visible Learning The Sequel, donc la suite de Visible Learning, qui a été publié en 2023 et qui est une mise à jour et qui vient complémenter le livre originel de 2008.
Il y en a eu plusieurs autres qui ont été publiés entre-temps sur différents sujets autour de ça, mais là c'est un peu une mise à jour, une nouvelle version de ce livre-là qui vient compléter et prendre la suite du premier. Donc moi je vais m'attaquer directement à cette suite-là qui vient d'être publiée, parce que je pense qu'il y a des informations qui sont plus à jour et plus complètes et qu'il y a du coup plus de recul sur ce qui a été dit en 2008. Donc c'est pour ça que je commence par ça et que je vais partager avec vous. Et enfin, comment est-ce que je vais m'y prendre pour décortiquer cet ouvrage et pouvoir en extraire le plus possible? Eh ben j'ai déjà fait plusieurs choses. J'ai déjà commencé à écouter un ou deux podcasts où John Hattie apparaît, où il explique un petit peu les conclusions de ses recherches et un peu les perspectives que ça nous donne sur la façon d'apprendre et sur les systèmes éducatifs. J'ai aussi lu quelques articles sur ce sujet qui parlent de ses recherches. J'ai commencé à lire l'introduction du livre et à lire le sommaire du livre et de toutes les sous-parties pour pouvoir avoir une vue un petit peu d'ensemble du sujet et des différentes composantes qui vont être traitées. Ça me permet d'avoir déjà un petit peu l'idée de la structure des connaissances qui vont être présentées avant d'entrer dans le détail et d'aller vraiment creuser en profondeur. C'est un truc qui est utile à faire, je trouve, quand on s'intéresse à un sujet, c'est d'abord de faire un petit peu une carte de à quoi ça ressemble, de quels sont les différents domaines ou sous-domaines du sujet, avant d'aller concrètement plonger dans les détails. Parce que du coup, au moment où on va vraiment plonger dans les détails, eh ben, on a une meilleure compréhension de la vision globale et de un petit peu la perspective d'ensemble dans laquelle les détails s'inscrivent. Donc moi c'est déjà ce que j'ai commencé à faire, et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais lire le livre et que chapitre par chapitre, je vais faire des cartes, des flashcards, moi pour me souvenir des éléments importants, et je vais pouvoir partager avec vous aussi ma synthèse que je vais faire au fur et à mesure, en vous réexpliquant ce que moi j'ai compris et les éléments les plus essentiels du livre. C'est en général une méthode qui est assez utile pour apprendre quelque chose, c'est dès qu'on l'a appris, essayer de le réexpliquer à quelqu'un d'autre pour pouvoir renforcer sa propre compréhension et sa propre mémorisation du sujet, et aussi du coup ça peut profiter à d'autres personnes, donc ça fait que ça aide d'autres personnes à apprendre, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Donc c'est un peu ce que je compte faire avec cette série de vidéos sur Visible Learning, partager avec vous ce que je suis en train d'apprendre sur les sciences de l'apprentissage. Je pense que ça va être passionnant et j'ai hâte que vous vous embarquiez avec moi dans cette découverte. On va avoir l'occasion de démonter une par une un paquet d'idées reçues sur qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas pour apprendre, parce que une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses à ce sujet-là. Ça va nous servir à la fois d'un point de vue individuel pour améliorer nos capacités à apprendre et à enseigner, et aussi ça peut être une super ressource d'un point de vue politique pour mieux comprendre les systèmes éducatifs, comment ils fonctionnent, leurs forces et leurs faiblesses et comment on pourrait les améliorer. On rentrera directement dans le vif du sujet dans une de mes prochaines vidéos, où on va commencer à décortiquer les premiers chapitres du livre. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien rater, et à bientôt!